Ça filme là? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Instant Tennis. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de l'interview de Patrice Agelower, une véritable légende du tennis. Après nous avoir emmené découvrir les coulisses de la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros en 83, Patrice nous emmène faire un petit tour en Coupe Davis et la victoire mythique de la France face à l'équipe américaine en 91 à Lyon. L'équipe américaine, Pete Sampras, André Agassi et la meilleure équipe de double au monde. Dans cette interview, on parle également de nombreux sujets passionnants sur le tennis, la gestion de la victoire et de la défaite, la préparation mentale, la formation des jeunes et également l'argent. J'espère que vous apprécierez cette vidéo. À très vite. Alors maintenant, on va parler de la victoire en Coupe Davis 91, qui reste évidemment un authentique exploit devant une armada américaine au top du tennis mondial. On avait Agassi, Sampras, et on avait également la meilleure équipe de double avec Flash et Seguso. Pour toi, quels ont été les éléments clés de ce succès mythique? Alors, ce qui s'est passé, c'est en 90, on a une discussion avec Christian Duxin, qui était un ami, qui a été un très très bon joueur de tennis, qui s'occupait un petit peu à chaque fois qu'il y avait une rencontre de Coupe Davis, c'est lui qui était un peu vraiment maître d'œuvre de toute l'organisation et tout ça, et on était très proches. Et il me dit, Christian, écoute, qu'est-ce que tu penses de Yannick comme capitaine? Et je lui dis, Christian, c'est incroyable que tu me dises ça parce que, mais j'y ai pensé parce que Yannick est en fin de parcours. La dernière année et demie, j'avais quitté Yannick. J'étais plus entraîneur de Yannick. C'était un entraîneur américain qui s'occupait de lui, qui était un type vraiment extraordinaire. Mais Yannick avait perdu un peu son ambition, sa motivation, tout ça. Et il a bien joué au début, et puis après, il jouait de moins en moins bien. Et donc, je vais voir Yannick à l'US Open, il avait perdu, et comme je sais que Yannick, quand il perd, souvent, il part, avant qu'il reprenne l'avion, je vais le voir dans les vestiaires, il était encore dans le vestiaire, et je lui dis, écoute Yannick, ne le prends pas mal, mais j'ai quelque chose à te demander. Et je voudrais savoir si vraiment ça t'excite, si tu as envie de le faire. Je dis, est-ce que tu veux être le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, qu'on gagne cette Coupe Davis? Il me dit, avec son humour habituel, il me dit, tu crois que je suis plus capable de gagner un match? Je dis, attends, non, arrête, Yann, ne commence pas avec ça. Pas de ça dont il s'agit. Le capitanat de l'équipe de France de Coupe Davis. Donc, il se marre un peu et puis il me dit, oui, mais il faut que je rencontre les joueurs avant. Alors, les joueurs, c'était Henri Lecomte, Guy Forget, il y avait là-dedans aussi, bien sûr, Tulane, il y avait tout, que des gars qui étaient en admiration devant Yannick. Et je lui dis, écoute, oui, on va, parce qu'il me dit, moi, je veux être sûr que si on joue la Coupe Davis et si je suis capitaine, que c'est leur priorité absolue. Et donc, je suis le capitaine, mais on fait ça pour gagner la Coupe Davis. Et donc, il a réuni les joueurs. Les joueurs, évidemment, lui ont dit « Banco, on est à fond ». Et là, à partir du moment où les joueurs ont été dans l'esprit Coupe Davis à 100% et dans l'esprit de préparation, on a toujours eu un petit peu… Moi, j'étais l'entraîneur, bien sûr, j'étais l'entraîneur parce qu'à cette époque-là, moi, j'avais lâché Yannick, mais je m'occupais d'Henri et de Guy, d'Henri Lecomte et de Guy Forget. Donc, je savais vraiment, puisque Yannick a toujours été un peu la locomotive de ces joueurs-là et des autres d'ailleurs, derrière aussi. Il les a aidés, il les a un peu vraiment tirés. C'est grâce à Yannick qu'ils ont démystifié le champion et qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Et donc, je savais que les joueurs allaient accepter. Et donc, il leur a dit, on va mettre en place ce que je pense qu'il faut mettre en place pour qu'on gagne la Coupe Davis. Et on a appliqué un petit peu le même fonctionnement qu'on a appliqué avec lui, sauf qu'on était en groupe. C'est-à-dire qu'on se réunissait avant, on se mettait, justement, on essayait de s'isoler, on essayait d'éviter, justement, trop de médiatisation. On ne voulait pas que les joueurs fassent trop, justement, de conférences, de presse, de parler d'eux, de tout ça, parce que ça pouvait parasiter un petit peu le fonctionnement.
On voulait que les joueurs restent à 100% concentrés sur l'objectif et l'ambition, qui était l'ambition commune de gagner la Coupe Davis. Et ça a super bien marché. Et quand on s'est retrouvé en finale où personne ne nous donnait gagnant, personne, Sampras, Agassi, Flax et Gouzeau, numéro 1 mondial, numéro 2 mondial, c'est première équipe mondiale en double, personne. Mais là encore, notre idée de partir quand Yannick s'est isolé, on est parti en Suisse. On avait tout organisé en Suisse, on s'est isolé, tout était planifié. On a pu bosser, mais exactement comme on voulait, faire ce qu'on voulait, et tout a bien fonctionné. Et ce qui a été, je dirais, extraordinaire, ça a été Henri Lecomte. Parce que Henri Lecomte, sur la demi-finale, Henri Lecomte avait mal au dos, n'avait pas pu jouer la demi-finale, et il avait du mal même à monter un escalier. Eh bien, donc ça, on était, encore une fois, on était 6 semaines ou un peu plus, juste avant la finale. Et là, avec Yannick, on a pris Henri après la finale où on avait battu la Yougoslavie à l'époque. Et on a pris Henri et on lui dit, Henri, on va gagner cette finale et on va la gagner avec toi. Et dès demain, on a vu avec le médecin, tu vas partir dans un centre de rééducation, tu vas faire tout ce qu'il faut pendant 15 jours. Moi, je devais le récupérer après et reprendre l'entraînement tennis progressivement pour l'amener jusqu'au stage pour que tout s'est passé à merveille. Et Henri, mais il pétait le feu, Henri. Il a été absolument incroyable. Mais dès la semaine d'entraînement, il jouait le plomb. Il y a eu toute une étape, une adaptation. Au début, il servait avec un service compact. Il ne fallait pas qu'il serve vraiment en trop de rotation. Donc, tout a été progressif. Mais il s'est lâché donc, au moment du stage. Et son tennis a été extraordinaire. Guy jouait super bien parce qu'il avait gagné Bercy où il avait battu en finale Sampras. Donc, nous, on y croyait. On y croyait. Et vraiment, ça a été quelque chose d'assez fantastique parce que le premier jour, Guy perd contre Agassi. Il avait toujours eu du mal contre Agassi, il perd assez sèchement. Mais au moment de rentrer dans les vestiaires, j'ai dit, Henri, Guy, garde la bonne attitude, j'ai pas eu besoin de dire ça. La porte s'est ouverte et Henri lui a dit, t'en fais pas, Guy. Dans 2 heures, on était un partout. 2 heures après, on était un partout. C'est extraordinaire. Ils ont fait un double fantastique et puis Guy a fini le travail en battant Sampras au premier match du dimanche. Mais il y avait une ambiance là encore qui était la même ambiance que ce que j'avais pu vivre avec Yannick à Roland-Garros, c'est-à-dire une ambiance de folie. Une ambiance de folie. À Lyon, les gens étaient, mais c'était dingue, quoi. Et ça a transcendé les joueurs. Ça a mis un peu de pression sur les adversaires, mais ce qui était assez étonnant, c'est que les adversaires se sont tout d'un coup, on a senti Sampras fébrile. On a senti le double un peu fébrile. Et les joueurs français, au contraire, transcendés par cette dynamique. C'est un peu la magie, là aussi, de la Coupe Davis. C'est que le public, c'est quelque chose, vous savez, pour moi, ça a été une catastrophe, cette réforme de la Coupe Davis et la décision de la France de voter pour cette réforme, parce que on perd là quelque chose qui était d'essentiel, de fondamental, je dirais, pour le tennis en général, et qui était, quelle est l'autre compétition? Même Roland-Garros, tout ça, c'est pas pareil, quoi. La Coupe Davis, il y avait le Club France, on chantait la Marseillaise à tue-tête, tout ça, c'était incroyable. Quand on jouait les matchs en France, il y avait 10 000, 15 000, 25 000 personnes à Lille qui chantaient la Marseillaise à tue-tête. Où est-ce que ça se produit maintenant, ça? Et ça a été la meilleure promotion du tennis dans tous les pays du monde. Et c'est pour ça que je suis, mais vraiment, je suis très triste. Alors, ce qui existe aujourd'hui, faut pas cracher dessus. C'est une autre compétition, mais ça n'a plus rien à voir avec la Coupe Davis. Ce qui faisait la qualité de la Coupe Davis, c'était que c'était difficile. C'était 3 jours de combat. C'était des matchs durs. C'était vrai, il fallait faire une préparation spéciale. Ah oui, vous savez,
je pense que les joueurs n'ont pas été vigilants là-dessus, ne se sont pas rendus compte que c'était l'histoire du tennis et que ça avait participé au développement du tennis dans le monde. Ouais. Voilà, voilà. Ah oui, enfin. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Hein. Par rapport à… Maintenant, on va parler un petit peu du mental. Évidemment, tout le monde s'accorde à dire que le tennis est un sport mental. Mais comment travailler sur le mental et en faire une force? Et quelle est ton expérience justement en tant que coach pour travailler sur ça? Alors, j'ai commencé à en parler tout à l'heure parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un match de tennis, il y a justement la partie technique et physique. Là, c'est ce que je disais quand je dis on joue avec son corps. Cette partie technique et physique, il faut la travailler. Bien évidemment, c'est la base du jeu. Si on n'a pas de service, si on n'a pas de coup droit, on n'a pas de revers, le physique, c'est pareil. Il faut être résistant, rapide. Enfin, il y a un tas de qualités qu'il faut posséder, qu'il faut développer. Et il faut avoir cette base très solide, très important. Mais j'ai toujours dit, on gagne avec sa tête et avec son cœur. On gagne avec sa tête, justement, c'est tout cet aspect mental où il faut absolument, développer tout ce qui est sens tactique, donc garder vraiment, là aussi, ce sont des bases tactiques et ses forces par rapport aux faiblesses de l'adversaire. Donc, il faut toujours bien analyser ça. Et il faut être lucide, clairvoyant, il faut être concentré, appliqué, il faut avoir tout ça. Et en même temps, bien être capable de garder sérénité, calme, confiance, pour que tout ça puisse se mettre en place. Et la partie très importante, qui est même déterminante, c'est tout l'aspect émotionnel et je dirais aussi sentimental, affectif. L'aspect émotionnel, c'est la clé, c'est ne pas laisser les émotions négatives t'envahir. C'est-à-dire ne pas laisser justement tout ce qui est la peur, la colère, la frustration, tout ça qui va te polluer. Tu peux bosser tout ce que tu veux, mais si tu n'as pas ça, si tu ne maîtrises pas ça, ça ne peut pas disparaître, mais il faut maîtriser. Il faut maîtriser et on maîtrise ça en travaillant là-dessus. Bien évidemment, il y a des rituels à mettre en place. Il faut essayer de visualiser tout ça, intégrer tout ça et puis se dire que dans ces moments-là, qu'est-ce que je fais? Et donc, chaque cas est un cas particulier. Chaque joueur a ses propres rituels qu'il met en place, qui lui sont propres. Il peut en discuter ou pas avec son entraîneur, mais qui vont permettre un retour au calme et au joueur finalement à être lui-même et à faire ce qu'il doit faire. Et donc, cette partie-là du travail, elle est essentielle avec l'entraîneur ou bien de temps en temps avec un entourage. C'est pour ça que le staff, il est essentiel. Il faut que le joueur, s'il veut percer, il faut qu'il s'entoure avec des gens en qui il a pleinement confiance. Son entraîneur, ses entraîneurs, il peut y avoir un psychologue qui est là-dedans, il peut y avoir, des fois, il y a un médecin, il peut y avoir des gens, ce sont des gens qui le joueur a totale confiance et à qui il peut dire exactement ce qu'il ressent. Pour pouvoir avancer, il faut pouvoir dire les choses et communiquer ouvertement. Tant qu'on n'a pas cette confiance, on ne travaille pas efficacement. Et ça, c'est quelque chose de déterminant. Et après, tout est question d'adaptation parce qu'on ne peut pas travailler de la même façon avec le joueur A qu'avec le joueur B. Pourquoi? Parce qu'ils ont une éducation qui est différente, ils ont eu une enfance différente, ils ont évolué dans un monde différent et ils ont une personnalité différente et il faut bien se connaître pour pouvoir dire des choses qui vont dans le bon sens, quoi. Sans quoi, ça fonctionne pas. Et des fois, un entraîneur va réussir avec un joueur et pas avec un autre. Justement, il faut que la mayonnaise prenne pour qu'il puisse se livrer. C'est pour ça que des fois ça dure et des fois ça dure pas. Voilà. Est-ce que justement, tu parlais de routine. Est-ce que tu pourrais nous citer quelques exemples de routines de joueurs emblématiques? Alors, il y a des joueurs, je ne veux pas dire les noms, mais il y a des joueurs qui trouvent le relâchement et un petit peu parce que c'est un peu la clé de tout le relâchement. Il y a toujours un mélange entre
le physique et le mental. Et puis, des fois, ce sont des signes physiques. Quand on commence à être tendu, on est crispé, c'est crispation. Quand des fois, il y a la frustration ou la peur qui arrive, ou l'énervement, la colère. Quand tout ça arrive, ça agit sur le corps et on devient, voilà, on lance mal sa balle. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus suffisamment de souplesse et d'amplitude dans les mouvements. On rate, voilà, bon. Et donc, trouver du relâchement. Alors, des fois, on voit les joueurs qui sautillent un peu sur place pour essayer de se détendre. Et comme la détente physique agit sur le mental, ça libère aussi un petit peu tout ce qui est cérébral, où on a tendance à se crisper, où on voit plus rien, quoi. On voit plus, on n'est plus lucide. On fait des choses, on joue à l'envers. On dit des fois, mais le joueur, il joue faux. Et donc, ça, c'est très important de bien comprendre. Alors, il y en a d'autres, vous savez, qui répètent un peu les gestes à blanc. On voit des joueurs il y en a qui vont vers leur serviette, se donnent un temps pour se calmer, vont vers leur serviette, s'essuient. Et puis, voilà, il y en a qui se disent, en m'essuyant comme ça, je nettoie un peu mon cerveau. Enfin, il y en a qui trouvent des choses. Des fois, c'est visuellement. Il y en a qui se mettent à penser à d'autres choses qui vont les remettre sur les rails, quoi. Mais chacun a son rituel qui lui est propre. Et c'est très important. C'est essentiel même de travailler sur ce rituel. On a peu de temps, mais des fois, en peu de temps, il se passe beaucoup de choses. Comment gérer les victoires ou les défaites? Quand on est un entraîneur, comment recadrer son jeu, entre guillemets Il faut toujours replacer ça dans un contexte qui est un contexte de progression. Et même, je dirais, de formation. C'est-à-dire que les défaites ne sont jamais des échecs. Les défaites doivent permettre de savoir ce qui se passe. C'est un peu vraiment, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une part, toujours une part de positif, une part où il faut améliorer. Qu'est-ce qui a amélioré? Et là, on communique. C'est vraiment la communication qui va faire que le joueur va en parler. Et dépasser ce stade en disant wow, j'ai été nul, oh là là, j'ai rien foutu, mon service n'est pas passé, ou bien voilà, l'arbitre a été voilà, ceci, ou il a fait mauvais, il y avait du. Non, on ne parle pas de ça, on parle qu'est-ce qui s'est réellement passé. Alors, des fois, il faut parler, se donner le temps. Ce n'est pas forcément à chaud, ça peut être le lendemain. Mais voilà, il faut prendre le temps d'analyser les choses d'une manière professionnelle, pas d'une manière affective. On essaye de dépasser ça pour essayer de parler des choses qui permettent d'avancer. Et on se remet au travail. C'est-à-dire que ce qui est très important, j'en parlais tout à l'heure, c'est cette résilience. Encore une fois, il faut faire une analogie avec un sport de combat. On prend un coup de poing en pleine poire, on ne va pas se plaindre. Il faut en redonner, hein, sans quoi on n'est pas boxeur. Dans le tennis, une défaite, c'est pareil. On prend un coup de poing en pleine poire, on analyse, et puis il faut tout de suite repartir derrière. Et on repart en travaillant. Et on travaille dans les domaines où il faut progresser. Et ça, c'est très important. Dans une victoire, il y a toujours un moment qui est un moment de joie. Un moment, là, on prend le temps du plaisir, qui peut être une soirée, ça peut être une journée, tout dépend du programme qu'il y a la fois d'après. Donc, le moment du plaisir, s'il y a un match le lendemain, le plaisir, il ne dure pas longtemps. Hein. Tac, et puis il faut dormir et puis être d'attaque le lendemain. Si on gagne un tournoi, on a peut-être une journée, 2 journées, on va se lâcher, faire un peu de choses d'un coup pour essayer d'en profiter. Et hop, on se remet au boulot pour essayer tout d'un coup de fixer le nouvel objectif. Un joueur de tennis, c'est quelqu'un qui a une ambition et en même temps, forcément derrière, il y a des objectifs. Et ces objectifs, ils sont au quotidien, à la semaine, au mois, tout ça. Et donc, on est tout le temps là-dedans. Il y a des objectifs techniques, tactiques, psychologie, enfin tout, quoi. Donc, on est tout le temps dans cette progression-là. Et victoire et défaite, ça s'analyse d'une manière professionnelle. Quand tu travailles avec un joueur qui a un statut de star, comment tu gères sa vie extra-tennistique
et justement son entourage? Alors, moi, j'ai toujours considéré que le respect était mutuel. C'est-à-dire que l'entraîneur doit respecter le joueur dans sa vie personnelle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vraiment s'impliquer d'une manière trop, je dirais, trop importante pour devenir une sorte de fardeau pour le joueur, un boulet, parce que ça peut nuire au travail. Donc, il y a respect mutuel. Le joueur doit respecter l'entraîneur pour ne pas faire des erreurs dans sa vie personnelle qui vont pénaliser l'ambition globale, l'ambition qu'on s'est fixée au départ. Il peut y avoir des moments où ça déborde. Bien sûr, il y a explication, des fois il y a des clashs, des fois il y a tout ça. Mais moi, j'ai toujours considéré qu'il fallait vraiment m'en tenir à mon métier et respecter. Le respect mutuel, il a toujours été fondamental. Je ne fais pas partie des entraîneurs qui veulent prendre le petit déjeuner, le dîner, tout le truc avec le joueur tout le temps, et avec tout le staff. Et je trouve que ça crée une pression inutile pour le joueur. Le joueur a besoin à certains moments de voir ses amis, de voir sa petite amie, d'avoir une vie normale, tout en lui faisant confiance sur le fait qu'il ne faut pas que ça nuise à l'efficacité du projet commun. Et ça me paraît essentiel. Et puis, quand il y a clash, il y a clash. Donc, voilà. Donc, ça nous est arrivé à tous d'avoir, et moi, ça m'est arrivé avec Yannick, d'avoir des moments où il y a eu des clashs et avec les joueurs, bien évidemment. Mais derrière, eh bien, il y a rafistolage. Donc, on s'explique et tout le truc, et puis ça peut repartir ou des fois, ça repart pas. Mais voilà, bon, comme ça. Quel regard tu portes sur le tennis maintenant, en fait? Il y a une évolution qui est à la fois bénéfique et il y a une évolution qui me gêne un peu parce que il y a, je dirais, beaucoup d'argent et que l'argent prend le pas sur la qualité du jeu. Je trouve que, prenons l'exemple de la Coupe Davis, c'est un très bon exemple, la Coupe Davis ou la Fed Cup. Aujourd'hui, l'épreuve qui a tué la Coupe Davis, c'est une épreuve d'argent. C'est-à-dire, on va donner beaucoup d'argent aux joueurs pour faire peu de matchs dans une ambiance qui n'a plus rien à voir avec une ambiance que les joueurs aiment, qui était vraiment une ambiance de passion du public. Et je pense que quand ce genre de phénomène existe, je dirais c'est gravissime pour le sport en question, parce que on tue l'histoire du jeu, qui fait la grandeur du jeu. Quels ont été les piliers du tennis depuis l'existence? Les tournois du Grand Chelem et la Coupe Davis, puis ensuite la Fed Cup. C'était ça. Cette Coupe Davis, elle a disparu au profit d'épreuves. De l'argent, c'est bien de gagner de l'argent. Moi, j'ai rien contre le fait que les joueurs gagnent de l'argent. Mais attention, il y a danger. Il y a danger. Parce que si vraiment, demain, on peut imaginer que les joueurs, on peut se dire, bon, mais tiens, il va y avoir un tournoi qui va concurrencer Roland-Garros parce que tout d'un coup, il y a un pays quelconque, ça peut être le Qatar, l'Arabie Saoudite, n'importe quel pays ou un milliardaire quelconque, qui décide de faire un tournoi où il va mettre 3 fois plus de prix que le tournoi du Grand Chelem, avec des matchs qui vont plus être pareils, vont plus être en 5, ça va être en 3-7. Mais 3 fois plus d'argent. Donc, là encore, beaucoup d'argent, beaucoup plus d'argent pour moins de fatigue, moins de travail. Là, on tue l'activité. Et je dirais, il y a un danger. Il y a un danger parce que on s'est toujours posé comme principe que le sport et la qualité des tournois devaient permettre aux joueurs d'arriver en étant au maximum de leur forme dans ces tournois clés. Si les joueurs font une course au dollar,
ou à l'Euro et qui font des tournois tout le temps, parce qu'il y a garantie là, qui est 3 fois le prix du tournoi d'après, et ainsi de suite, les joueurs vont être épuisés, vont être blessés, déjà que les blessures sont importantes, et le sport va perdre en qualité. Et le danger, il est justement, il faut que la fédération internationale, que les responsables des tournois du Grand Chelem, donc ces grands tournois-là, puissent vraiment faire attention à ça pour la crédibilité du jeu. Et que les joueurs soient aussi quelque part assez responsables et ne foutent pas en l'air vraiment un siècle d'un sport fabuleux qui deviendrait juste vraiment une course à l'argent. Comment faire pour se donner le maximum de chances d'avoir un futur joueur français vainqueur de Grand Chelem? Je crois que chaque pays a une responsabilité. Et chaque pays fonctionne d'une manière différente par rapport à la culture qu'il possède. Et on ne va pas fonctionner, et on ne doit pas fonctionner en France de la même façon qu'on fonctionne en Chine ou en Russie ou à tel ou tel endroit. On doit fonctionner avec nos qualités, avec nos forces. Et je pense qu'il ne faut pas non plus chercher à faire en sorte que les jeunes, très jeunes, qui montrent des signes intéressants d'adresse, de coordination et tout ça, il ne faut pas qu'on les enferme dans un système qui, très tôt, va faire qu'on a des enfants qui fonctionnent presque comme des professionnels. Un enfant n'est pas un professionnel en réduction. Un enfant n'est pas un adulte en réduction. Un enfant est un enfant qui doit fonctionner avec un rythme particulier et on ne doit pas forcer un enfant et essayer à tout prix d'en faire un champion quand il a 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, en faisant des excès dans les quantités, en lui faisant faire des cours par correspondance pour qu'il fasse dès l'âge de 10, 11 ans du tennis le matin, du tennis l'après-midi et que ça, l'enferme. Non. Ces gamins-là, il y en a qui peuvent sortir éventuellement, bien sûr, mais on va en tuer d'autres. Quand je dis tuer sur le plan physique, on va faire là la fortune des médecins ou des kinés. Et puis, ça va être du burn-out à 13 ans ou 14 ans. Des gamins, on ne gave pas les enfants. Des enfants, ça évolue dans le plaisir, dans la passion. Ces enfants-là, il faut essayer justement de leur faire aimer passionnellement leur activité. Donc, il ne faut pas les gaver. Il faut vraiment qu'ils évoluent. Et oui, alternance, qu'on leur laisse du temps aussi pour évoluer. On veut les classer tout de suite à 12 ans, et 12 ans, 13 ans, qu'ils aient un classement international, qu'ils soient les meilleurs tout de suite, en pensant, en imaginant que c'est en les gavant que demain, ils vont nous gagner Roland-Garros. Non, on risque de les massacrer, ces gosses. Donc, laissons-les évoluer. Il y a certains qui sont tellement excessifs. Entraînement individuel, un coach individuel comme pour un professionnel. Non mais attention, les enfants, ils ont besoin de vivre aussi dans un collectif, vivre avec les autres, s'évaluer les uns par rapport aux autres. C'est ça aussi, avoir les copains, l'émulation du groupe. Tout ça, ça fait partie de rendre les enfants normaux, qu'ils évoluent sur le plan social, sociétal. C'est ça qui est essentiel. Vraiment faire la part des choses, intellectuellement aussi, les études, développer son intelligence, tout ça, c'est notre éducation. Et au travers, on a cette chance d'avoir, nous, des bons enseignants, beaucoup de clubs. Il faut que tout le monde se responsabilise là-dedans pour faire évoluer et progresser les enfants à leur rythme, sans les briser, sans les casser, ni sur le plan physique, ni sur le plan mental, ni sur le plan émotionnel. Parce que c'est tout ça, ce que j'appelle l'éducation sportive, de ça vont sortir beaucoup de joueurs. Et avoir des structures comme on a, c'est-à-dire des académies, il y a des académies privées qui existent dans le monde entier, d'où sortent beaucoup de joueurs.
Donc, ils sont ensemble, ils sont en groupe. Et là-dedans, dans ces groupes, on individualise quand besoin est, on fait du collectif, il y a cette alternance, mais c'est du groupe. Donc, on a eu ce fonctionnement pendant longtemps et il faut redévelopper cette ambiance qui est une ambiance où, eh bien voilà, on évolue dans un rythme qui est propre à chacun. Chaque cas est un cas particulier avec une progression qui doit être adaptée en fonction de la personnalité de ce gamin, du contexte familial, social et ainsi de suite. Et justement, on entend régulièrement des voix dire voilà, on a des super jeunes juniors qui performent sur le circuit junior. Mais comment justement toi, tu expliques le fait que ce soit parfois difficile de passer le cap au niveau sur le circuit principal en fait? En fait, moi quand je regarde, disons les 40 ou même plus de 40 ans en arrière, la France s'est pas mal débrouillée. Les gens qui critiquent ne se rendent pas compte que dans toutes ces générations, on a eu pratiquement à chaque génération au moins 3 joueurs dans les 10 premiers mondiaux. On a eu, quand c'était pas des... on n'a eu qu'un seul, bien sûr, vainqueur d'un grand chelem, mais on a eu des finalistes. On a eu des demi-finalistes. Quand on a des gens qui sont finalistes ou demi-finalistes dans d'autres sports, ils sont médaille d'argent et médaille de bronze. Ce sont des héros, ils sont reçus à l'Élysée, partout, ils ont des médailles, ils ont tout. Dans le tennis, si on n'a pas gagné le Grand Chelem, si on n'est pas numéro 1 mondial, on a tendance à penser que… Mais quand on prend toutes nos générations, on a eu à chaque fois des gars qui ont été des finalistes, des demi-finalistes et dans les 10 premiers. On est la génération de Yannick avec les gars qui étaient autour de lui, avec Henri Lecomte, avec Thierry Tulane, top 10. Après, il y a eu la génération des Butch, des Pioline, tous ces gars-là. Après, il y a eu la génération des Clément, Grosjean, tout ça qui était top 10. Et puis, il y a eu la génération des Tsonga et compagnie, des finalistes, des demi-finalistes, on est Grand Chelem, Richard Gasquet, tout ça. Les gens oublient ça. On a gagné des Coupes Davis, on a gagné des Fed Cup. Chez les filles, on a eu des filles qui ont gagné des tournois du Grand Chelem, qui ont gagné des médailles olympiques. Même nous aussi, on a gagné chez les garçons aussi des médailles olympiques en double. On a eu vraiment des joueurs formidables. Gagné des tournois du Grand Chelem en double, on a eu vraiment dans chaque génération des gars comme ça. Et donc la critique est facile, mais les gens ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui, et avant déjà, aujourd'hui, il y a près de 2500 joueurs, voire davantage, qui sont sur le circuit. Et il y a plusieurs circuits. Et des tournois, il y en a dans le monde entier. Quand la Coupe Davis se joue avec 135 joueurs, 135 pays chaque année. C'est le sport où vous avez pratiquement la seule compétition. Il y avait autant de pays qui jouaient. Donc, c'est facile de critiquer, mais les gens ne se rendent pas compte. Et bien sûr, on n'a pas eu de vainqueur du Grand Chelem, mais la dernière génération, on avait des joueurs qui étaient très forts, mais il n'y a pas eu beaucoup de joueurs dans le monde quand même qui ont battu les Federer, les Nadal. Là aussi, c'est comme si on me dit demain, tiens, Fourcade, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont battu, c'est un grand champion français. Il y a Teddy Riner, fabuleux. Ce sont, tout d'un coup, ils peuvent naître en France, comme ils peuvent naître en Suisse, comme ils peuvent naître en Argentine, comme ça. Mais quand vous regardez des pays, vous avez eu aux États-Unis tous ces champions, puis tout d'un coup, il n'y en a plus ou très peu. Puis c'est pareil en Suède, il y a eu tout un tas de champions. Puis après, il n'y en a plus, mais peut-être que demain, il y en aura à nouveau. Un champion, c'est quelqu'un, je croise les doigts pour quand on en est en France, des numéros 1, mais respectons. Et tous ceux qui critiquent ces joueurs-là, il ferait bien vraiment d'analyser, de regarder un petit peu vraiment les palmarès de ces gars-là et se dire combien de tournois ils ont gagnés, quelle a été leur place au classement mondial, qu'est-ce qu'ils ont fait, au lieu de dire c'est facile. Parce que les réseaux sociaux, vous savez aujourd'hui, ils vous détruisent les gens tellement facilement, et des gens, ils ne savent pas non plus les blessures qu'ont eu les gars. Vraiment, c'est facile, mais quand vous regardez un petit peu, des fois,
en pleine ascension, les gars ont eu des pépins. Et il n'y a pas qu'en France, dans tous les pays du monde. Donc, voilà, faisons la part des choses. Et laissons aussi, des fois, peut-être un peu de temps pour que les générations puissent arriver et se former derrière. Moi, je pense qu'il y a quelques joueurs aujourd'hui qui en sont très, très loin encore d'avoir développé leur potentiel. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas fort à 20 ans ou 21 ans. Guy Forget, sa meilleure saison, 27 ans, 26 ans, 27 ans. Donc, ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, les joueurs s'expriment. Et on a eu des vainqueurs de Roland-Garros qui avaient 30 ans. Et d'autres tournois aussi. Donc, je crois que les gens devraient vraiment se calmer un peu des fois et puis essayer d'essayer de comprendre d'abord et de mieux analyser ce qui se passe et ce qui s'est passé dans le tennis, quoi. Ah oui, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est vrai que, comme tu dis, les gens oublient vite parce qu'il ne faut pas oublier que les Tsonga, Monfils, Gasquet, Simon, c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. À une époque où Roger, Rafa était un monstrueux, quoi. Sans compter que ce qui est très important aussi, et ça, quelque chose, j'ai souvent discuté de ça avec Yannick. Yannick disait toujours, et encore aujourd'hui on en parle régulièrement, ce qui est très important, c'est pas uniquement de gagner, c'est ce qu'on fait de la victoire. Et quand je vois, moi, tous les joueurs qu'on a, qui sont sortis, qui ont vraiment été dans les meilleurs et autres, on peut, et toutes les personnes qui ont travaillé avec ces gens-là peuvent quelque part avoir un peu un sentiment de fierté. Parce que quand on regarde un petit peu ces gens-là, moi je vois même les gens qui étaient avec Yannick, qui n'ont pas été dans les 10 premiers, Pascal Porte, Dominique Bedel, Gilles Moreton, tous ces gens-là, ils ont réussi dans la vie. C'est-à-dire que le tennis, ça leur a apporté beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et en fait, le fait d'avoir été dans cette ambiance-là de haut niveau et de vivre tout ça, c'est formidable. Parce que le but, bien sûr, il y en a qui sont contents et super, on a des superstars et tout le truc, c'est excitant, oui. Mais c'est pas, il ne faut pas que ces gens-là, derrière, vraiment terminent SDF. Hein. Il faut que ces gens-là, ils aient aussi été formés sur tous les autres plans et qu'ils soient bien dans leur tête, bien équilibrés, pour pouvoir avoir une vie agréable et normale. Et pas derrière, vous en avez malheureusement des champions ou des championnes qui ont basculé, je dirais presque dans le vide derrière et dans tous les sports. Donc, le système français, on peut être fier parce que pour beaucoup d'entre eux, derrière, ça s'est bien passé. Merci beaucoup, hein. C'était vraiment passionnant. Écoute, pas de quoi. À bientôt. À bientôt, bonne soirée. Salut. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout. Un immense merci une nouvelle fois à Patrice. J'ai pris énormément de plaisir à l'interviewer et on se dit à très vite pour des nouvelles interviews.